Alors, bonsoir, et puis, good evening. I don't know Bonsoir. what time is it for you, but Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je suis très ravi de vous entendre et de vous voir, même derrière cet écran, afin de participer. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent part à cette séance de ce soir. C'est un événement associatif et nous sommes très ravis de travailler avec Waka. Merci Waka et bonsoir à vous. Nous sommes ravis de participer à cette rencontre de ce soir. Et c'est la deuxième fois, c'est pas la première fois que nous faisons notre rencontre. C'est pas la première fois que nous faisons ce genre d'événement et on espère que nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau, que nous allons continuer. Il y a tellement de sujets à aborder ce soir. La télémédecine chez MSF. Je vais donc laisser Edith présenter tout le monde. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Bonsoir. C'est une très bonne opportunité pour nous afin de pouvoir beaucoup plus discuter. Je suis très ravi de voir les personnes qui sont en ligne et les personnes qui continuent de nous rejoindre. C'est une très grande opportunité que nous avons pour pouvoir avoir beaucoup plus de connaissances sur la télémédecine. Et c'est très intéressant que nous avons des très bons exemples du projet d'Agboville. Nous voulons donc ouvrir cette session et également d'encourager les membres associés de pouvoir trouver de bons exemples afin de pouvoir contribuer à notre mission sociale. Je dirais donc que l'objectif principal de ce débat, c'est de pouvoir mettre l'accent sur le fait que les membres peuvent jouer un rôle très actif dans notre mission sociale. Je vous remercie infiniment de nous avoir rejoints et également pour avoir contribué également pour les présentateurs. Je vous remercie infiniment. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Dr Ismaël. Merci. Merci beaucoup, Edith. Merci, Dr Bichara. Je remercie en fait tous ceux qui sont connectés. J'espère qu'on sera un peu nombreux d'ici la fin, d'ici qu'on évolue dans le webinaire. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la télémédecine. Et c'est un peu pour montrer un peu le parcours de la télémédecine chez MSF, décrire un peu ce que nous faisons chez MSF en termes de télémédecine, comment nous sommes engagés à trouver tous les voies et moyens pour pouvoir atteindre nos patients et leur offrir des soins de qualité. Donc, la question aujourd'hui qu'on se poserait, c'est quoi la télémédecine? Donc, comme vous le savez, c'est une pratique médicale à distance qui permet à des professionnels de santé de fournir des soins, un diagnostic et un traitement des patients sans qu'ils aient besoin de venir physiquement dans un centre de santé. Donc, ça peut être une vidéoconférence, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être des plateformes de messagerie sécurisées. Donc, aujourd'hui, dans le domaine humanitaire, nous, MSF, depuis les années 2000, la télémédecine, mais aussi, depuis quelques années, ça a pris une grande envergure avec la direction de la télémédecine au Canada, qui s'évertue à rendre la télémédecine disponible et à s'assurer de son utilisation au sein de toutes nos opérations. Donc, je vais introduire nos chers amis qui ont décidé, qui ont consacré de leur temps pour qu'on parle ensemble de la télémédecine. Donc, dans le panel, nous avons Dr Lim. Je commence par elle parce qu'elle s'est proposée volontaire pour nous parler aujourd'hui un peu de son expérience en termes de télémédecine. C'est qui Dr Lim? Dr Lin est une cardiologue pédiatrique et fœtale de Toronto au Canada. Elle travaille comme consultante senior avec MSF depuis 2015, que ce soit pour des contextes en anglais ou en français. Elle a une expertise en télémédecine, en échocardiographie et en focus c'est point of care cardiaque. Donc, c'est une échographie mobile cardiaque. Donc, bienvenue, Dr Lin. Et l'équipe de télémédecine, nous avons deux représentants. Nous avons Clara et Sévan. Clara, qui est la directrice du programme de télémédecine de MSF Canada depuis 2021. Donc, c'est sûr qu'elle est hyper passionnée de la façon dont la technologie peut améliorer les résultats en matière de santé et surtout la qualité de vie des patients. Donc, elle a travaillé tout au long de sa carrière sur diverses initiatives
dans le domaine de la cybersanté et a été un catalyseur de changement aujourd'hui chez MSF en termes de télémédecine. Clara est infirmière de background, elle exprime les soins intensifs au début de sa carrière. Puis aujourd'hui, dans les soins primaires, aujourd'hui, elle apporte son expertise et une approche centrée sur le patient avec la télémédecine. Et pour notre collègue du Canada, nous avons Sevan Boudakian, qui est responsable en fait de la progression de la télémédecine. Il travaille avec MSF Canada depuis 3 ans, titulaire d'une maîtrise en gestion de systèmes de santé mondiaux. Elle a travaillé avant dans le domaine privé et après, elle se concentre aujourd'hui sur la production des services de santé numérique à l'échelle mondiale au sein du Bureau du Canada sur la télémédecine. Et pour parler un peu de l'expérience spécifique de WACA, la télémédecine à Beauville, nous aurons aujourd'hui Dr Alou Manasseh, qui est un superviseur, qui est médecin de background depuis 2021, qui, avant de faire la médecine, s'est lancé dans une aventure technologique avec le groupe Loco Abidjan. Dr Alou Manasseh est médecin depuis 2021. Il est aujourd'hui à la commission de travail avec MSF sur le projet de télémédecine en 2021, où il a acquis une expérience pratique. Et aujourd'hui, vous aurez l'occasion de constater qu'il a une vaste expérience en termes de télémédecine, et ceci doublé d'une passion indéniable dans le domaine de la santé publique. Et pour finir, nous aurons le Dr Moussa Kone, qui est le référent médical du projet, né au Mali, grand aux États-Unis, né au Canada. Donc, il a fait un tour à Cuba en 2006. Donc, c'est pour dire, c'est un globetrotter du domaine médical. Il est titulaire d'un MBA en gestion des opérations de l'Université Strayer Washington à DC et MPH en santé publique en e-santé et télémédecine de l'Institut James Lane en Suisse. Donc, il a commencé sa carrière à Cuba et puis en Haïti. Depuis 8 ans, il travaille au département médical de l'Université de l'Illinois en tant que spécialiste de la recherche médicale à l'Institut de recherche sur la santé des minorités. Il coordonne au Centre médical de l'Université Rouge les activités d'essais cliniques au département Alzheimer. Et en plus, à l'Université de Californie à San Diego, il est coordonnateur du projet du département de l'étude cardiaque avancée. Depuis 2012, elle a commencé son parcours chez MSF, en travaillant au Niger, au Tchad, en Exia, au Kenya, au Libéria, et depuis le 15 janvier 2023, il est avec MSF Ouaka à Abidjan, à Beauville, en tant que responsable médical de projet. Et il a fait pendant 3 mois l'intérim de chef de projet. Donc, on remercie le Dr Moussa Kone pour sa disponibilité et sa flexibilité. Il a un parcours impressionnant et ils vont mettre à contribution les différentes expériences pour permettre que nous ayons des discussions assez riches aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Clara et Stéphane, qui vont un peu introduire la télémédecine, avant la télémédecine chez MSF. Clara et Stéphane, floor is yours. Thank you. Merci beaucoup, Ismaël. Merci également aux assos de WACA et Luxembourg pour l'invitation. On est très heureuse de pouvoir avoir la chance de parler du programme de télémédecine des services et puis d'en parler avec vous également. Je m'appelle Clara Mazon, je suis directrice du programme de télémédecine et on va faire une présentation à moitié en français, à moitié en anglais, Sévan et moi. Et merci. Excusez-moi, je suis juste en train de valider que je parle bien en français. Ah. Okay. Est-ce que vous m'entendez bien parler en français ou est-ce que c'est bien interprété en anglais pour les... Parfait, désolée. On entend en français, c'est bon. On entend bien en français, oui. Merci. Zoom m'a juste envoyé un pop-up à ce moment-là. Donc, la présentation est en anglais.
le PowerPoint est en anglais, mais je vais parler en français, puis Sévan fera la présentation du reste des diapositives en français. Donc, le programme de télémédecine, des fois, c'est intéressant de savoir qui a entendu déjà parler de la télémédecine chez MSF, puis qui l'a utilisé également. Donc, je suis curieuse de discuter de ça avec vous un peu plus tard au niveau du Q&A. Le programme de télémédecine, l'objectif, c'est vraiment de venir briser les barrières géographiques avec des solutions sécurisées pour les équipes de soins MSF, qui allient en fait la collaboration clinique et également qui offre des soins aux patients qui vont être plus équitables, plus accessibles et en améliorant en fait les résultats de santé. Donc vraiment au niveau de ce qu'on appelle les outcomes en anglais. On fournit vraiment les soins de santé, donc les soins de télésanté pour les équipes donc de MSF, et on le fait en fait au travers d'un réseau global de spécialistes cliniques dont Dr Ning qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. Et l'objectif, c'est de venir favoriser cette communauté en fait de connaissances et ce partage de connaissances. Next. Pour merci. Donc, les résultats que l'on a, c'est vraiment de venir empower, il n'y a pas vraiment de meilleur mot en français, les équipes de santé MSF, et on vient en fait réduire aussi l'isolement qui peut arriver sur certains projets, sur certaines situations pour les équipes de projet, en accélérant en fait les temps de réponse pour améliorer les résultats de santé. Prochaine slide, merci beaucoup. La façon dont on fonctionne, on est structuré autour de 3 piliers. Le premier, tout ce qui est amélioration et innovation, c'est un petit peu ce qui se passe derrière le rideau, si je peux dire. Ça va être le suivi, le support. Donc, tous les tickets qui vont rentrer sur la plateforme sont gérés en fait à l'interne par l'équipe de télémédecine. La gestion de projet également, et la partie technique en fait des plateformes et des partenaires avec qui on travaille. On a ensuite les opérations cliniques où c'est vraiment toutes les opérations et les activités qui sont en lien avec notamment la plateforme de gestion de cas et évidemment un volet de qualité clinique et de gestion en fait du pool de bénévoles pour s'assurer qu'en fait on a suffisamment de bénévoles en tout temps pour les spécialités qui sont demandées par les utilisateurs. Et ensuite, on a donc tout ce qui est croissance et implémentation, donc qui est l'équipe de Sévan, où on a de l'implémentation avec des implémenteurs régionaux qui vont venir avoir un portefeuille de projets pour faire tant la gestion de ce portefeuille au niveau de la formation, du suivi et de nouvelles implémentations sur les services qui sont disponibles, avec un volet de formation et d'accueil pour tous les utilisateurs de la télémédecine. Prochaine diapositive. So the telemedicine program is designed for all MSF staff, depending on the service that's offered. It's available to all MSF staff, whether they're in the projects. C'est disponible pour le personnel MSF, pour les centres opérationnels, et c'est réellement des services qui sont conçus pour pouvoir mieux traiter les patients et pour apporter des meilleurs services qui sont disponibles pour tout le monde, travaillant dans les projets MS, que ce soit au niveau de la coordination ou dans les centres opérationnels. Nous sommes un programme de section, et nous appuyons tous les centres opérationnels dans toutes les régions. Donc, en tant que MSF opère dans les régions ou dans le continent, où nous irons avec nos différents services qui sont disponibles pour le personnel. Nous essayons pour pouvoir intégrer nos services dans les flux du travail de MSF, et nous travaillons également à nous assurer dans travaux personnels, de sorte que cela, la charge du travail et pouvoir dans quelle mesure appuyer les soins adressés aux patients. Ces services sont disponibles. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour les projets, les coordinations ou le siège.
Donc, il n'y a pas de coût, des coûts supplémentaires pour les personnes utilisant nos services, étant donné qu'il est important d'avoir certaines conditions techniques et pouvoir avoir accès à des ordinateurs ou à des tablettes. Et c'est à ce niveau-là que les services sont disponibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a 3 services principaux que nous apportons au niveau du personnel clinique et médical dans MSF. Comme j'ai eu le mentionné, cela a apporté pour des services. Et donc, nous ne fournissons pas des services médicaux. Cela est effectué par les prestataires. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sur la gestion des cas tout en permettant un accès à la plateforme de télémédecine. Donc, nous apportons cette télé-expertise, donc le staff du projet et tous les différents projets qui existent en MSF. Du coup, si ces entités ont des questions ou des opinions ou peut-être une consultation d'un spécialiste, ils ont la possibilité de pouvoir poster le cas de leur patient dans la plateforme et donc cela peut être orienté vers un spécialiste. Donc, nous avons un réseau de spécialistes travaillant avec les volontaires et qui fonctionnent dans notre réseau de télémédecine. Et donc, nous avons des équipes spécialisées qui peuvent apporter beaucoup d'éléments dans le projet pour apporter leur soutien sur la base des cas qui sont présentés. Donc, dans nos services de gestion des cas est beaucoup plus utilisé par le personnel dans le projet, dans la coordination. Au niveau des messageries sécurisées, ça a une certaine façon de fonctionner. Cela est disponible pour tout le personnel MSF qui a besoin d'un moyen de communication sécurisé. Et donc, cela est conçu pour les professionnels de santé et cela a beaucoup d'orientations sécurisées, de sorte qu'on puisse stocker les informations sensitives des patients. Donc, c'est un moyen de communication de façon plus sécurisée pour voir si le personnel veut transférer certaines informations ou travailler sur quelques aspects qui sont vraiment sensibles. Au niveau de la coordination ou au niveau du siège, cela est possible. Et par la suite, nous avons des discussions de cas cliniques. Donc, il y a des consultations en temps réel. Nous avons des spécialistes dans notre réseau et nous rencontrons ces personnes pour discuter avec eux sur des cas assez complexes. Clara, je te redonne la parole. Merci. Donc, merci beaucoup. On nous demande souvent quel est l'impact, comment est-ce que ça peut se traduire, justement, les services de télémédecine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une histoire de cas, qui est un cas réel, en fait, qui a été re-rédigé par 2 de nos coordinateurs cliniques, Dr Nisa Engmo et Dr Ahmed Igbin. Donc sur la plateforme, en fait, de gestion de cas dont vous parlez, Sevan. Puis le titre qui a été donné à cette histoire de cas, c'est vraiment une approche multidisciplinaire pour de meilleurs résultats. Et en fait, c'était le cas d'une enfant de 3 ans qui a été amenée dans une clinique de MSF, donc au Yémen, et qui s'est présentée avec une insuffisance pondérale à 6 kilos. Puis à cet âge-là, elle aurait dû être déjà à 14 kilos avec de multiples lésions dermatologiques et dans un état de choc et dans le coma. Puis, quand elle a été admise, on a noté en fait de la diarrhée, des vomissements et une impossibilité en fait de se nourrir. Puis ses parents ont noté que l'enfant avait manqué les fondamentaux en fait au niveau du développement. Elle avait encore jamais parlé ou marché. Next, s'il vous plaît. Donc, elle a été admise au niveau de l'unité des soins intensifs où cet enfant a pu recevoir des antibiotiques, des fluides intraveineux, puis tout un support nutritionnel. Elle a vraiment bien répondu au traitement, puis tout ce qui était faiblesse et son état cognitif, en fait, s'est amélioré. Il y a quand même eu
un gonflement, en fait, un œdème qui a persisté au travers du traitement. Puis, à ce moment-là, en fait, l'équipe du projet a soumis ce cas sur la plateforme de télémédecine, donc au niveau pour la téléexpertise, et le cas a été reçu par un dermatologue situé aux États-Unis et un pédiatre situé au Brésil. Donc, c'est vraiment deux spécialistes qui sont intervenus sur ce cas-là. Donc, le dermatologue a confirmé un diagnostic avec les images, en fait, où on a la possibilité d'ajouter des images. Le diagnostic était un kwashiorkor marasmique. Et donc, on sait que cette forme de malnutrition, elle est caractérisée par une déficience au niveau des marqueurs, au niveau protéines, et évidemment une insuffisance au niveau des calories, d'où l'insuffisance pondérale. Merci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est vraiment dans une approche très dynamique où une fois que l'allocation est faite au niveau des spécialistes, donc les spécialistes sont intervenus, ont partagé en fait leur avis et ont soutenu l'équipe en recommandant le support nutritionnel pour traiter en fait tout ce qui était déficience au niveau des minéraux et des vitamines, puis vraiment de continuer à surveiller et à monitorer notamment s'il y avait une infection bactérienne au niveau dermato. Puis de là, le pédiatre a recommandé vraiment, évidemment, la gestion la gestion en fait du déséquilibre au niveau des électrolytes qui en fait a pu guider la stratégie de l'équipe de soins sur place. Il y avait également une anémie où l'enfant a pu recevoir une transfusion sanguine. Donc après ce cas-là, donc c'est vraiment des échanges qui se font directement dans l'application et suite au traitement, la condition de l'enfant s'est améliorée de façon significative en regagnant en étant complètement alerte et avec un œdème des membres inférieurs qui avait diminué. Puis après 10 jours, elle a pu rentrer en fait avec sa famille. Donc c'est vraiment juste un spotlight, si je peux dire, sur la façon dont ça se passe et sur certains cas. Parfois, ça peut être une interprétation aussi de radiographie où des radiologues en fait vont donner leur avis, puis ça va permettre d'orienter l'équipe ou parfois des cas un peu plus complexes où on va en effet avoir plusieurs spécialistes qui vont intervenir. So in 2023, we had we saw significant usage in our services across MSF. The case management service is our most widely used service, and we have 276 MSF projects that have access to the telemedicine platform and use the case management service, and this is across all regions. We had just under 5,000 cases posted last year, and we're looking to increase that in 2024. For secure messaging, we have 109 projects that are using the Silo app that is used for the secure messaging service. So that's again across MSF with almost 1,000 users that have access in the various projects. And then last year we had 3 MSF projects with access to the clinical case discussion service. There's 2 in Asia and 1 in the WACA region. But it's important to note for the clinical case discussion service, we did put that service on hold last year as we worked to revamp it and make it more scalable. We relaunched it in January of this year, and since January, we are currently working on implementing 4 new projects for clinical case discussions. Et donc là, on vous a présenté la façon dont le programme fonctionnait et les services pour les utilisateurs. Il n'empêche qu'on a des défis opérationnels. Un des premiers, évidemment, c'est l'accès à la télémédecine, parfois sur le manque d'informations ou de connaissances sur les services de télémédecine pour les projets eux-mêmes. Donc, ça nous demande beaucoup justement de présentation puis d'information auprès des projets, puis les implémenteurs ont un rôle important à jouer pour s'assurer que les projets ont accès, puis surtout sont au courant de quels services ils peuvent utiliser ou non. Un deuxième défi, c'est vraiment tout ce qui va être connexion.
c'est-à-dire d'avoir accès des fois à un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, ça peut être compliqué. Puis ensuite, sur des projets qui vont être beaucoup plus éloignés, avoir une bonne connexion pour pouvoir avoir une discussion de cas cliniques en ayant une bonne qualité de son et d'image, c'est parfois pas si évident que ça. Donc, on travaille avec les équipes, avec les équipes de logistique et ICT pour s'assurer que la connexion est bonne, puis au besoin à être capable en fait d'augmenter ou la bande passante pour avoir des résultats qui vont convenir aux équipes. Puis ensuite, un troisième point qu'on note et puis qui peut varier vraiment selon les régions et les générations également, c'est qu'on a différents niveaux de littératie en fait au niveau de l'usage en fait de l'utilisation de tout ce qui est digital au sein des équipes. Donc dans ces cas-là en fait la façon dont on apporte un support, c'est vraiment d'être capable d'évaluer un petit peu où en est l'équipe ou s'il va y avoir un support additionnel nécessaire pour les équipes qui sont un peu moins familières. Suivant. So as we previously spoke about the telemedicine Comme nous program, l'avons parlé précédemment du programme de télémédecine MSF et pour toute personne travaillant dans la coordination ou dans les centres opérationnels ou au niveau du siège, les ressources sont disponibles pour tout le monde, y compris le personnel du projet. Nous voulons donc apporter all staff who entièrement are interested mettre en œuvre des orientations assez faciles à suivre l'ensemble du personnel. Nous faisons l'évaluation des besoins pour nous assurer que le projet ou tout le monde qui s'intéresse à l'utilisation de la télémédecine dispose de compétences technologiques. Nous avons des formations en direct à distance ou auto-guidées pour tous les services et pour toute personne qui est intéressée. Il n'y a pas de coûts supplémentaires ni de charges de travail accrues. Donc, nous intégrons nos services dans MSF et cela a toujours existé. Du coup, cela ne va pas accroître la charge du travail. Donc, il y a un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au service d'assistance de télémédecine pour toute demande d'aide. Du coup, des responsables régionaux de la mise en œuvre de la télémédecine sont disponibles pour une assistance, apporter la formation, répondre aux questions qui peuvent survenir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'accès à la télémédecine est quelque chose que nous essayons de pouvoir faciliter et nous faisons le suivi comme nous voulons. La première chose, c'est d'abord de nous contacter notre service d'assistance et nous vous mettrons en relation. Par la suite, nous ferons une évaluation des besoins. Nous utilisons pour déterminer le meilleur service de télémédecine pour votre projet, pour nous assurer quels sont les services de télémédecine qui sont nécessaires afin de pouvoir implémenter le service approprié. Et par la suite, on va ouvrir un compte dont nous rassemblons toutes les informations nécessaires à l'accueil et à l'installation des utilisateurs dans les services appropriés. Et par la suite, nous faisons de la formation et mise en service. Et nous assurons que tous les utilisateurs parviennent à pouvoir entrer dans la plateforme et disposent de toutes les informations et peuvent utiliser les services de télémédecine et qui comprennent effectivement comment est-ce que les choses fonctionnent. Et par la suite, ces utilisateurs peuvent donc utiliser la télémédecine. Donc, on veut donc présenter ces différentes 4 phases qui sont un peu plus simplifiées pour pouvoir vous guider. Cela permet de pouvoir permettre au staff de faire le travail de façon appropriée à travers la télémédecine. Et donc, comme on s'adresse à l'asso WACA, on a voulu un peu partager à quoi ressemble en fait l'accès sur la région WACA, qui est couverte par différents centres opérationnels. Donc, aujourd'hui, il y a 92 projets qui utilisent et qui ont la télémédecine et qui ont accès donc à
à la gestion de cas pour le service. 36 projets utilisent la messagerie sécurisée et un projet utilise donc les discussions de cas cliniques avec un projet en implémentation qui est en cours pour le Mali. Puis vous pouvez voir sur la carte donc la représentation de la région Ouaka qui est quand même qui est une grande région. Puis le reste des régions sont couvertes par le reste des implémenteurs régionaux de l'équipe de télémédecine. Diapositive, merci. Puis un peu plus sur l'utilisation pour la région Ouaka. Donc là, c'est les données de 2023 parce qu'on voulait vraiment vous partager quelque chose qui représente, qui soit représentatif. Donc 1627 cas. Nous, on regarde le taux en fait de résolution des cas qui est à 93% parce que quand les cas sont résolus, les utilisateurs du projet ont l'opportunité en fait de partager leur feedback et leur satisfaction sur le support qui a été apporté par le réseau donc, de spécialistes donc, internes à MSF ou les équipes de bénévoles. On a sur un trimestre en fait une moyenne de 410 cas et à peu près 31 cas par semaine. Vous pouvez voir que la répartition des spécialités, donc souvent sur le top 3, on a pédiatrie, radiologie et tout ce qui va être maladie infectieuse. Parfois, maladies infectieuses et obstétriques gynéco peuvent être assez proches. Donc, c'est vraiment la représentation qu'on retrouve dans la plupart des autres régions d'ailleurs. Et on voit que la façon dont les cas sont postés peuvent aussi varier par rapport à la saisonnalité. Saison sèche, saison des pluies, est-ce que les personnes peuvent se déplacer facilement? Donc, il y a aussi cet aspect-là que l'on peut voir sur les données. Et cette dernière diapositive va conclure en fait notre présentation pour le programme de télémédecine. Et je vais laisser la parole au projet d'Aboville qui justement va parler du projet de télémédecine avec un des services qui est fourni par le programme de télémédecine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cara et Sévan, pour ces informations. Donc, comme tu disais, tantôt, on va passer la parole à Bouville pour avoir l'exemple spécifique de la télémédecine à Bouville, sachant que Ouaka a commencé ce projet en 2021 en partenariat avec une ONG nationale, une ONG ivoirienne, Afrique Sauve l'Afrique, qui avait déjà une expertise sur la télémédecine, avec qui nous avons fait ce partenariat pour mettre en place ce projet, qui fait partie de la dynamique de MSF Ouaka, qui consiste à travailler avec les organisations nationales, ce qui constitue en soi une façon de pouvoir se désengager sans que tout ne s'écroule. Donc, merci pour Dr. Koné et Dr. Manassé qui sont présents. La parole est à vous. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une présentation assez rapide. Comme dit par Dr. Ismaël, c'est Dr. Koné Moussa à votre service et j'ai à côté de moi. Oui, bonjour à tous. Je suis Angèle Mounier. Bon, je suis toute nouvelle. Je viens d'arriver sur le projet. Je suis très contente d'être là parce que c'est vraiment avant-gardiste par rapport à la télémédecine, c'est avant-gardiste par rapport à tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Merci. Et super PC. Nous avons avec nous ici aussi le médecin superviseur, je vous le passe. Salut tout le monde, je suis Dr Alou, je suis médecin superviseur sur le projet de télémédecine ici à Beauville. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Merci. Merci à vous. Alors, donc, bienvenue à la présentation du projet de télémédecine d'Agoville. N'est-ce pas? Nous allons commencer par vous faire savoir que devant une situation où l'accès aux soins spécialisés et aux soins médicaux de façon générale est un grand challenge, pas seulement au niveau des populations rurales, mais aussi des populations urbaines, devant une réalité qui est présente, c'est-à-dire un taux de mortalité maternelle assez élevé, le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas, à travers un décret présidentiel qui a été renforcé par un arrêté ministériel, a décidé de mettre la télémédecine au cœur du paquet minimum d'activités, n'est-ce pas? Cela montre une implication sérieuse, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien dans ce sens, à développer la télémédecine.
Et devant cette situation, MSF, en partenariat tripartite avec ASA, MOH, n'est-ce pas, ont développé la mise en œuvre des activités de télémédecine dans le district sanitaire d'Agboville, là où nous nous trouvons actuellement. Juste à titre d'information, Agboville, c'est un district sanitaire parmi 3 autres, et cela appartient à ce qu'on appelle la région de l'Agnevi-Tiassa. Nous sommes présentement actifs dans 100 centres de santé urbains, n'est-ce pas? Ce sont des health facilities, des centres de santé disposés un peu partout dans le district, dans des zones rurales, dans certaines zones urbaines. Et nous sommes présents depuis 2022 jusqu'à ce jour. Et nous comptons aussi avec le support des points focaux, c'est-à-dire des staffs du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé qui ont été formés sur les activités de télémédecine présentes dans chaque centre de santé. Et nous bénéficions aussi avec de l'appui de 6 spécialistes basés dans le CHR, Centre hospitalier universitaire. OK, régional, merci. Alors, donc, du point de vue objectif général, 1, contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité dans le district sanitaire d'Agboville en utilisant la télémédecine dans les établissements sanitaires de premier contact, c'est-à-dire les CSU. Et de là-bas, voilà, nous avons 5 objectifs spécifiques qui sont les suivants, comme vous pouvez le voir sur la présentation. L'amélioration de l'accès aux soins de santé spécialisés en tirant parti d'une technologie numérique d'information et de communication, améliorer la prise en charge intégrée des patients, appuyer le renforcement du système de référence et de contre-référence, contribuer à la formation continue des professionnels de santé, MOH, renforcer la gouvernance de la DDS, DRS, c'est-à-dire de la direction départementale de la santé et la direction régionale de la santé, qui sont les autorités avec lesquelles nous travaillons ici au niveau d'Agboville, et nous bénéficions aussi de l'implication de la DMHP qui coiffe tout ce qui est activité télémédecine au niveau du ministère de la Santé. Voilà, donc parmi les paquets de soins que nous mettons à la disposition de la population ici à Agboville, nous avons les 12 paramètres. Il est important de mentionner que dans le cadre, n'est-ce pas, de notre réadaptation stratégique, nous avons inclus l'hémoglobinomètre et l'analysateur de globules blancs. Comme vous savez, nous avons de sérieux problèmes avec le paludisme ici, et l'anémie, c'est vraiment une très grande menace. Donc, être capable d'avoir une idée sur le taux d'hémoglobine des patients, n'est-ce pas, va en ligne avec la réadaptation stratégique pour voilà, adapter notre intervention. Donc, diapo. Alors, donc, certaines données, voilà, par rapport aux consultations totales sur les 11 CSU, nous sommes 65 848, dont 8 504 consultations durant l'année 2023. Et juste à titre d'information, pour l'année 2022, nous avons fait 6 043, donc une augmentation de approximativement 28%. Nous avons aussi fait 7 520 échographies et nous avons détecté 69 pathologies sur grossesse à travers la télémédecine. Chaque femme ayant reçu une échographie obstétricale a bénéficié aussi d'un test de bandelette urinaire. Nous avons 445 échos qui ont été faits et électrocardiogrammes qui ont été faits aussi, avec 163 anomalies diagnostiquées par télémédecine. Et il y a un petit point intéressant à rajouter, c'est qu'avec l'implémentation de la télémédecine, nous avons réduit les consultations, le nombre de patients en attente pour voir un cardiologue au niveau du CHR de 25%. Donc, ça a définitivement eu un impact positif aussi, n'est-ce pas, au niveau du CHR. Ça, c'est le centre hospitalier régional. Alors, glycémie, 3082 tests glycémiques ont été faits chez nos patients, femmes enceintes, hypertendus, diabétiques. Voilà. Donc, diapo. OK, donc nous avons eu vraiment beaucoup de succès, et qui parle de succès aussi parle de challenge, n'est-ce pas? Nous avons
un problème par rapport à la mutation fréquente de nos staffs dans les CSU. Nous les formons, ils parviennent à passer, n'est-ce pas, la phase d'apprentissage et boum, ils sont mutés sur une autre, dans une autre région. Donc, ça nous met dans une situation où la formation continue constante des staffs nouvellement arrivés qui n'ont jamais vu une station de télémédecine. Voilà, c'est réellement un challenge que nous avons. OK, nous avons aussi l'instabilité du réseau électrique, n'est-ce pas? Dans certaines zones où c'est assez marqué, on a en moyenne 2 coupures par semaine et ça peut aller de 8 à 12 heures dans certains cas. Donc, ça, c'est quelque chose à mentionner. Et aussi, profiter de l'opportunité pour remercier Dr. Youssouf et Dr. Ismaël pour leur support. Maintenant, sur les 11 CSU, nous avons 7 qui ont le système d'énergie solaire. Donc, ça nous permet de continuer à bosser sans interruption. L'amortissement de la station de télémédecine aussi, avec l'usage fréquent, ça a parfois des impacts, n'est-ce pas, sur la machine en soi. Donc, beaucoup de travail pour le biomède. Il y a aussi, bien que nous avons enregistré des progrès, des challenges par rapport à l'appropriation de l'activité télémédecine comme telle au niveau, n'est-ce pas, du MOH. Il y a évidemment une forte implication du niveau central, mais comme on l'a dit, there is a lot to be done as well, but we are moving slowly but surely. Donc, diapo. Alors, donc, pour les success stories, je vais passer la parole à Dr. Alou. Merci. Ok, merci tout le monde. Je vais ici relater quelques success stories. Ici, c'est un cas d'une jeune fille qui n'est pas. Désolé, je vais changer de série. Ok. Donc, ici, il s'agissait d'une jeune fille primipare qui est venue dans un centre de santé que nous appuyons. Il s'agit du centre de santé qui est un peu éloigné, qui est très éloigné même du centre de référence, qui est le CHR. Cette jeune dame, n'ayant pas entendu parler de télémédecine, ne venait pas au centre de santé, ne faisait pas suivre sa grossesse par faute de moyens, parce qu'elle n'avait pas, la famille n'avait pas assez de moyens pour l'envoyer à l'hôpital. Et donc, ayant entendu parler du projet de télémédecine par les agents de santé communautaire que nous appuyons également, elle s'est rendue au centre de santé pour voir de quoi il s'agissait, en fait. Et dès qu'elle est arrivée, elle a été prise en charge par la sage-femme, parce que nous formons également le personnel de santé sur l'utilisation de tous les outils qui sont incorporés dans notre station de télémédecine. Donc, la sage-femme en question a réalisé l'échographie. Il faut dire que cette dernière est au dernier trimestre de grossesse. Elle est à terme pratiquement. Et la réalisation de l'échographie a mis en évidence une macrosomie associée à l'examen clinique du patient. Sachant qu'elle est primipare, elle a été automatiquement adressée via notre système de télémédecine aux spécialistes ici du CHR, le gynécologue et le cardiologue, qui ont confirmé effectivement qu'il s'agissait d'une macrosomie. Et elle a été référée vers le centre de référence et elle a été prise en charge par le gynécologue qui a fait une césarienne. Aujourd'hui, l'enfant et la mère se portent bien. Dans d'autres contextes, elle serait venue au centre de santé, n'ayant pas de moyens. Elle serait venue le jour de l'accouchement et en travail. Et on connaît tous les complications qui allaient suivre, le temps de mobiliser les ressources, une ambulance et de la transporter, le pire pourrait arriver. Et donc là, grâce à la télémédecine, grâce à ce que nous faisons et à ce que les centres de santé font sur le terrain, elle s'en est sortie indemne, elle et l'enfant. Il y a le deuxième cas sur la prochaine diapo. Ici, c'est dans un autre village qui est éloigné, même très éloigné, où lorsqu'il y a des pluies, l'accès est quasiment impossible pour ce centre de santé-là. Donc, c'est une jeune dame qui est dans un village qui est encore plus éloigné. Et là encore, les agents de santé communautaire ont lancé le message dans ces villages disant qu'il y a une station de télémédecine et que les femmes
pouvaient bénéficier gratuitement de tous ces examens-là et avoir en même temps l'expertise de spécialistes. Et comme ça, elle s'est rendue au centre de santé pour faire sa première constatation CPN. On lui a donné un carnet. Et la sage-femme également de ce centre a réalisé l'échographie. Et là, l'échographie a montré une grossesse de 37 semaines améliorée avec une présentation de l'enfant siège associée à un placenta prévia. Automatiquement, le gynécologue et le radiologue ont été informés et un rendez-vous a été planifié pour cette femme au centre de santé. Elle a été évacuée, elle a été transportée par l'ambulance jusqu'au centre de santé et la césarienne a été réalisée et elle aussi, elle est indemne et l'enfant va mieux. Imaginons qu'elle était venue, qu'elle n'avait pas, parce qu'ici, il y a un problème de moyens qui se pose généralement, et donc les femmes ne viennent pas consulter dans les centres de santé parce que l'échographie était payante. Il y a des examens qui sont associés, qui sont payants. Donc, les patients préfèrent se référer à la radiothérapie et viennent généralement tardivement lorsqu'il y a des complications au centre et il y a beaucoup de décès maternels. Donc, il faut préciser que depuis l'implémentation du projet à Bouville, il y a eu 0 cas de décès maternel dans tous les centres que nous supervisons, que nous appuyons. 0 cas de décès maternel depuis que nous avons implémenté ce système-là. Donc, cette dame, devant son placenta prévia, serait venue dans d'autres circonstances, le pire allait arriver. Mais grâce au système, elle a pu être vite prise en charge et vite diagnostiquée. La pathologie a été vite diagnostiquée et Dieu merci, tout va bien. Il y a plusieurs cas comme ça, que ce soit au niveau cardiologique, que ce soit au niveau pédiatrique, au niveau même des femmes enceintes. C'est quelque chose que nous voyons ici qui est vraiment palpable. La fréquentation des centres de santé a largement augmenté depuis notre arrivée sur ce projet. Donc, c'est vraiment les cas de success story que je voulais rapporter ici. Donc là, je vais passer la parole à Dr Moussa pour la suite. Okay. Donc, c'est bon. Voilà. All right. So I think it's important to mention as well that we do Il what est important de mentionner que nous faisons ce que nous appelons, voir dans quelle mesure nous travaillons à apporter des soins à des personnes qui sont assez éloignées pour pouvoir faire les activités de télémédecine. Une autre chose que je voudrais mentionner, c'est que la réussite de cette approche dans ce contexte que nous avons est basée sur l'accessibilité et la disponibilité des services, mais également c'est pouvoir diagnostiquer la bonne condition et de pouvoir recevoir le feedback approprié dans un temps très court, parce qu'il y a des cas d'urgence, il y a beaucoup de cas urgents. Donc, cette réponse rapide avec les spécialistes qui ont la connaissance pour pouvoir apporter les soins des patients en dehors de leur zone rurale, ceci est très important pour nous et nous observons les bénéfices au sein de notre population. Juste pour vous donner une information rapide, lorsque vous regardez les autres centres de santé, il y a des décès maternels. Donc, ils nous demandent de les approcher pour pouvoir appuyer et superviser leurs patients. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée de présenter. Je redonne la parole à Dr Ismaël. Merci beaucoup à vous pour cette brillante présentation. Nous avons aussi Dr Lina qui partagera son expérience de l'utilisation de la télémédecine. Elle est consultante de MSF. Ça fait quelques années qu'elle travaille avec nous. Celui qui a des questions peut l'écrire dans la boîte de messagerie et nous partirons avec les questions relatives à la session. Dr Lina, notamment. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous présenter mon expérience en télémédecine. J'ai commencé à le faire en 2015 et c'était un petit hasard avec un collègue qui avait une fille qui était amie avec ma fille et nous étions à un événement et il me disait
MSF a vraiment besoin de cardiologue pédiatre. Est-ce que tu voudrais le faire? Et j'ai dit, bon, je vais essayer. Et après ça, c'était vraiment pour moi aussi que les sites et une éducation parce que j'avais jamais fait des consultations comme ça sur la plateforme avec l'échographie vraiment limitée. Mais vous savez que c'est vraiment incroyable comment ça peut marcher et comment ça peut aider les sites, comme vous venez d'entendre. Alors, pour les enfants avec les problèmes du cœur, je reçois probablement 2-3 par semaine. Et ils essayent, c'est sur WhatsApp et les images sont envoyées sur la plateforme avec une petite vignette, histoire de l'enfant, les signes vitaux, radiologie, etc. Et puis, ils me demandent des conseils. Et même aujourd'hui, avant cette présentation, j'avais eu 2 consultations. Pour moi, c'est vraiment intéressant parce que je travaille à Toronto où nous avons chirurgie et toutes sortes de choses pour les enfants. Et dans vos sites, c'est vraiment, peut-être vous n'avez pas de chirurgie, peut-être vous n'avez même pas un cardiologue pour suivre les enfants. Alors, j'essaie de donner des conseils qui sont réalistes et qui vont aider les familles et aussi les médecins. Alors, souvent, j'ai des enfants qui ont vraiment des choses qu'on ne peut pas réparer. Par exemple, les tétralogies de Fallot, s'ils ont déjà 10 ans, on ne peut pas réparer. Mais avec les soins palliatifs et avec des discussions ensemble, je trouve que ça vraiment aide enfin la suite après que les familles sont parties. J'ai été vraiment intéressée à voir si j'avais vraiment un impact. Alors, en 2018, j'ai demandé à MSF si je pourrais revoir comme une assurance de qualité mes consultations. Et enfin, j'ai publié les résultats et même dans des endroits très difficiles sans chirurgie, nous avions eu plus de 90% de diagnostics pour les équipes et la mortalité était assez élevée comparée au Canada, aux États-Unis, mais souvent il y a des problèmes cardiaques que même ici nous ne pouvons pas réparer, comme les insuffisances cardiaques. Alors, en ce moment, nous avons beaucoup de business et on a besoin d'autres spécialistes, mais les 9 ans que j'ai fait ça ont vraiment été incroyables. Et je commence aussi à faire des lignes directrices avec MSF pour aider avec, par exemple, comment est-ce qu'on va traiter les enfants avec l'insuffisance cardiaque. Et en ce moment, en Afrique, en Nigérie, vous avez vraiment des problèmes avec la diphtérie. Et ça fait au moins 2 mois que nous essayons d'écrire peut-être des lignes directrices avec une maladie que j'ai jamais vue. Alors, merci beaucoup à MSF et je vais répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Lynn. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des présentations techniques, des partages d'expérience. Je suis certain qu'il y a plein de questions en ligne. Donc, on va commencer par prendre les questions en ligne. Et puis, si vous avez des questions, levez vos mains. Donc, pour l'instant, on a une première question en ligne qui est de Douglas. He said that thanks for the presentation, great work, guys. I love it. It's very insightful. Just curious to how we will handle patient data in the event of a project closure or handover. Then I don't know if Yusuf or Dr. Kone want to answer this question. Je ne sais pas si Youssouf ou Dr. Kone veut répondre à cette question. Moussa, tu peux commencer, après je vais compléter. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Okay, so thank you very much
Alors, merci beaucoup, Douglas, pour cette bonne question qui a été posée. C'est quelque chose que nous avons donc considéré pendant que nous parlons, afin de pouvoir éviter les fréquents challenges que nous avons lorsque nous fermons le projet. Vous savez de quoi est-ce que je parle? Et pendant que nous parlons maintenant, pour tous les messageries entre les professionnels de santé au sein de nos équipes, nous utilisons des plateformes sécurisées, des plateformes de messagerie sécurisées pour pouvoir apporter des informations et de retourner des informations. Nous travaillons également avec la direction de télémédecine du ministère de la Santé pour voir de quelle manière nous pouvons synchroniser nos informations, nos échanges d'informations pendant que nous travaillons à établir un stockage de données à Abidjan. C'est un processus, c'est en cours, ce n'est pas encore finalisé. Nous n'avons pas encore fait face à la réalité de la façon dont on va gérer le partage d'informations. Si l'événement, si le projet se ferme, nous travaillons ensemble pour que nous puissions déterminer une approche durable. On va discuter un peu plus s'il y a beaucoup de questions. Voilà, je ne vais pas étendre ma réponse. Merci. Merci, Dr. Moussa. Ok. Peut-être je vais ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr. Youssouf Sissoko. Je suis le coordinateur médical de Médecins sans frontières ici à Abidjan. En fait, il faut comprendre déjà le projet, l'approche vraiment du projet qui est vraiment intégré avec le ministère de la Santé, mais aussi avec un partenaire, ASA, avec qui on travaille, qui a beaucoup d'expérience sur la télémédecine. Déjà, cette approche, on a essayé vraiment de prendre à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ça commence au niveau communautaire avec une sensibilisation de la communauté sur l'existence de la télémédecine, mais aussi au niveau primaire avec les centres de santé où on a mis en place nos activités de télémédecine, mais aussi on travaille avec au niveau régional, avec l'hôpital, le centre hospitalier régional où les spécialistes sont là-bas. Et on travaille avec ces qui donnent leur avis, qui prennent en charge en cas si nécessaire les patients. Et il y a une connexion, une interconnexion avec des tablettes qui sont disponibles chez les spécialistes, mais aussi au niveau de la machine, au niveau des centres de santé. Cela permet une interconnexion. Mais actuellement, vu que la télémédecine au plan cadre légal est très développée ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, de se mettre en place progressivement, notamment le centre, ils sont en train de construire un centre déjà des données pour pouvoir garder les données. Et une discussion même est en cours pour voir l'interconnexion en fait des outils qui sont utilisés par la télémédecine à Beauville et le ministère de la Santé. Donc, cela permet, lorsqu'il y a une passation, une facilitation pour la gestion des données. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vu qu'on travaille, c'est un travail qui est vraiment intégré avec le ministère de la Santé, avec un partenaire, c'est de voir dans un futur, lorsque la passation est faite, il n'y aura pas en réalité une passation de connaissances, de compétences, parce qu'on travaille avec eux. Donc, c'est simplement une facilitation de transfert de compétences qui pourra se faire. Mais cette façon de faire de WACA, qui est l'approche intégrée, faciliterait vraiment cette passation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Youssouf. Donc, on a d'autres questions dans le chat. Il y a une question de Adler qui demande s'il y a la télémédecine en temps réel à Beauville. Donc, est-ce que brièvement, Moussa ou Manassé peut répondre à Adler? Oui. OK. Bonjour tout le monde, c'est Dr. Alou. Je vais essayer de répondre à la question de Adler. Existe la consultation en temps réel à Beauville? Je pense que quand il parle de temps réel, il parle de la téléconsultation, c'est-à-dire le patient est présent là et on fait une téléconsultation. Elle peut se faire, mais actuellement, nous sommes beaucoup plus axés sur la télédiagnostic et puis la téléexpertise, c'est-à-dire diagnostiquer des pathologies pour le patient, des pathologies sur le patient et faire une téléexpertise. Voilà, la téléconsultation,
c'est-à-dire de manière directe. Je vais laisser le docteur Moussa. Oui, tout à fait. Donc, la réponse, Monsieur Sedou, comme le vient d'expliquer mon collègue Alou, c'est oui, n'est-ce pas? Nous faisons ça en direct et nous faisons cela en différé aussi. Nous avons les deux alternatives. Voilà. Donc, c'est oui. Merci beaucoup. Merci. Il faut juste souligner que l'outil de télémédecine est actuellement en cours à Beauville. C'est un outil qui permet de faire la téléconsultation. Donc, même si ce n'est pas assez fait, c'est une possibilité que la télémédecine offre, même voilà, avec messagerie, avec le silo. Et également, on peut faire une téléconsultation en direct, donc en temps réel. L'autre question, c'est de Gilbert. Qui veut savoir comment MSF Ouakar compte capitaliser toutes ces formations données aux agents du ministère de la Santé et qui sont par ailleurs redéployés dans d'autres centres de santé. C'est pas assez. Ouais. Je pense que c'est une question très intéressante. Il souffre, tu as un bruit en arrière qui... Oui, d'accord. Je vais me déplacer sur la maison. Et même... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. OK. Bon, en fait, c'est une réalité, hein. C'est une très bonne question et on a même discuté ici avec le directeur général de la santé en lui disant l'importance vraiment de pouvoir retenir les staffs qui ont été formés sur l'outil, au moins qui restent pendant quelques années dans les centres de santé qui ont été cooptés pour la télémédecine. Mais bon, vu que ce n'est pas des staffs MSF directement, ce sont des staffs du ministère de la Santé, on n'a pas cette capacité de pouvoir les retenir. Mais on a fait beaucoup de plaidoyer pour cela. Maintenant, les stratégies, on a mis en place des stratégies pour pouvoir garder, capitaliser, c'est-à-dire de créer, de former plutôt des prestataires du ministère de la Santé qui sont au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire au niveau régional, mais aussi au niveau district. Ces personnes formées pourront continuer à former les staffs du ministère de la Santé, mais aussi ces personnes nous aideront à faire la supervision formative, mais aussi la supervision pour voir est-ce que les acquis qui ont été donnés aux différents staffs continuent d'être respectés. Donc, il faut adapter notre stratégie, mais elle est dynamique en fonction de la situation. Mais on fait du plaidoyer déjà avec le ministère pour garder. La seconde stratégie, c'est surtout de voir comment former le maximum de personnes au niveau intermédiaire et au niveau district pour qu'ils puissent continuer de former les staffs. Maintenant, retenir les staffs, ça va être très compliqué, mais ce qu'on fait actuellement, chaque fois que de nouvelles personnes sont affectées au niveau des centres de santé urbains, on les forme, on les accompagne et nous aussi, MSF, on a des points focaux, des aides opérateurs qui sont formés, qui font le tour des différents centres de santé pour continuer cette formation. Donc, c'est cette stratégie qu'on a essayé de mettre en place, mais c'est vraiment difficile de pouvoir retenir les staffs. Mais aussi, n'oublions... Oui? Non, vas-y, oui, fini. Oui. Je disais, n'oublions pas qu'aussi, la stratégie de MSF Ouaka est de travailler avec des ONG nationales. Donc, même si nous, on quitte comme ça, il y a Ouaka, ASA, qui a cette capacité, avec l'expérience qu'ils ont, pour pouvoir continuer aussi de faire les activités avec le ministère de la Santé. D'accord. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, donc on va avancer là-dessus. Donc, la question, c'est de Aïssatou qui voudrait savoir si, est-ce qu'après le départ de MSF, ces activités de télémédecine peuvent continuer à Beauville. Donc, il y a des éléments de réponse de Manassé. Je ne sais pas si vous voulez élaborer un peu plus là-dessus. Oui, en fait, merci bien, Aïssatou, pour la question. Vous savez, dans notre approche, nous avons au cœur de notre intervention ici
la pérennisation des activités. C'est la raison pour laquelle, dans notre stratégie, nous avons commencé avec la formation de ce que nous appelons des points focaux et la formation des formateurs qui sont basés au niveau du département de santé et à la direction régionale de santé, de telle sorte que ces formateurs au niveau du niveau central vont prendre la responsabilité de former les nouveaux venants, n'est-ce pas, sans la présence de MSF. À l'heure actuelle où je te parle, Aïssatou, 100% des 11 CSU où nous intervenons sont capables de faire une activité télémédecine, que ce soit pour les patients d'âge pédiatrique, les femmes enceintes et les autres adultes. Ils sont capables d'utiliser les plateformes que nous avons, messagerie instantanée pour, n'est-ce pas, communiquer avec les spécialistes. Ils sont capables de faire l'épuration des données pour visualiser la charge de travail et même les consommations des intrants au niveau des CSU. Donc, compétences, m'échappe en français, voilà. Voilà, changement de compétences, transmission de compétences. Voilà, la transmission, voilà, désolé les collègues. Le transfert de compétences a été, depuis le début, n'est-ce pas, partie de notre démarche avec le MOH. Voilà, donc back to you, Ismaël. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de continuer. Donc, soyez un peu bref dans vos réponses, clair, précis. Donc, l'autre question que nous avons, c'est de Juliette, qui voudrait savoir quel est le rôle du partenaire ASA dans le cadre du projet d'Agoville. Donc, Youssouf et Moussa, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Le rôle du partenaire ASA dans le projet d'Agoville. Moussa, tu peux commencer ou je commence directement? Je vous remercie d'être bref et concis. Oui, OK. Alors, on est en ligne. Voilà, avec les partenaires d'ASA, nous avons leur support technique, n'est-ce pas, à travers leurs consultants, c'est-à-dire dans la formation des staffs par rapport à l'utilisation des nouveaux paramètres que nous implémentons au niveau du projet, aussi par rapport aux intrants aussi que nous utilisons, n'est-ce pas, pour les activités télémédecine. Voilà, donc ça c'est grosso modo au niveau du terrain, concrètement. Donc, Youssouf, à toi. Merci. C'est important. ASA a un rôle très important dans les activités que nous menons vraiment déjà, comme l'a dit Moussa. Ils interviennent déjà dans la formation de nos équipes sur les différents outils, déjà sur l'utilisation de la machine. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'ils participent aussi dans la formation de nos équipes sur le terrain. Mais aussi, ils ont des spécialistes, notamment en IT, qui nous aident dans le suivi parce qu'il faut garder les données. Donc, ils nous aident beaucoup dans cela, mais tout aussi dans la maintenance de l'appareil. Parce qu'actuellement, on a un maintenancier ASA qui vient chaque 3 mois au niveau du projet ou au besoin. Il se déplace vers le projet pour regarder, visiter les 11 centres de santé pour pouvoir voir quels problèmes rencontrent déjà les utilisateurs, mais aussi quand il y a des problèmes. Parce que vous êtes sans savoir qu'on a des soucis, surtout avec l'électricité. Parfois, avec les coupures, ça peut entraîner des perturbations au niveau de la machine. Donc, merci, Youssouf. Oui, je pense que je vous remercierai d'être vraiment succinct et clair dans vos explications, parce que sinon, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Et donc, comme tu as la parole, je continuerai avec toi. Est-ce que tu peux répondre à la question de Adler, qui voudrait savoir quel est le niveau de prise en charge des complications au niveau du projet d'Agoville, au niveau de prise en charge des complications à l'hôpital général d'Agoville, quand vous envoyez les cas. D'accord. OK. En fait, au niveau de l'hôpital général d'Agoville, déjà, il y a des spécialistes. Il y a, avec les différents
service. Dès que le patient, on diagnostique avec l'aide des spécialistes des cas graves, ils sont référés directement au niveau de l'hôpital, qui les prend avec les spécialistes, on les prend en charge. Maintenant, si les capacités de l'hôpital sont limitées pour prendre en charge ces patients, ils sont référés au niveau d'Abidjan, dans les structures de 3e niveau. OK, merci beaucoup. Il y a une question également de Mamadou Lamine qui dit que la télémédecine est un projet très intéressant qui peut vraiment apporter un input dans nos projets. Alors, en général, c'est la continuité après MSF qui se pose. Donc, quelles sont les stratégies mises en place pour une continuité? Donc, je pense que cette question rejoint déjà une question précédente, mais si vous voulez rapidement élaborer succinctement là-dessus, voilà. Merci. OK. La stratégie de sortie, déjà, il y a un travail intégré qui est une stratégie intégrée avec le ministère de la Santé, avec ASA. Donc, et des compétences des équipes du ministère de la Santé qui ont été formées, qui ont la capacité de prendre en charge les patients sans le support actuellement présent parce qu'ils ont formé, ils ont les outils, ils savent comment utiliser les outils. Donc, c'est une passation qui sera facilitée simplement qui sera facilitée par plusieurs éléments. Donc, moi, je pense que ça ne doit pas trop poser de problème vu qu'ils sont formés, ils ont les outils, ils ont les capacités. Nous, c'est la supervision qu'on pourra faire avec ASA pour qu'ils puissent prendre en charge si un cas de retrait de MSF. OK. Toujours, parce qu'il y a Angèle Mounier qui va prendre la parole pour pouvoir poser une question directement à Aline. Mais en attendant, il y a une autre question de Juliette qui parle de est-ce qu'il est prévu de faire une donation des équipements utilisés aujourd'hui sur le projet en cas de sortie? Je peux répondre? Oui, allez-y. OK, merci beaucoup, Dr. Ismaël. En fait, quand MSF quitte un projet, déjà, on fait des donations du matériel. Il y a des matériels qui est choisi et on fait une donation. Et en faisant les donations, on prévoit aussi de faire des donations d'intrants pour le fonctionnement de la machine pour au moins 6 mois, en fait. Donc, s'il y a un retrait dans le futur, la stratégie, c'est on va respecter la stratégie de MSF dans la donation plus intrants pour 6 mois. D'accord, merci beaucoup. Carole, tu peux rendre Angèle panéliste pour sa question? Je suis en train de regarder, je ne vois pas Angèle Mounier qui a une question pour Lynn, mais je peux lire la question. D'accord. Quelles recommandations donnerais-tu à une non médicale sur la gestion et le suivi des équipements dans le cadre d'un projet de télémédecine au vu de ton expérience? Donc, question pour Lynn. Voilà. Ça, c'est difficile à répondre. Je crois que en ce moment, les cas marchent assez bien. Le problème pour nous, c'est si c'est 8 heures du matin ici, pour moi, c'est peut-être la nuit pour le projet. Alors, il faut attendre parfois les réponses. Nous essayons de répondre moins de 24 heures et parfois, je reçois des textes pour me demander de le faire en ce moment, mais plus ça grandit, il y a toujours des tickets et il faut avoir le staff. Mais la plateforme marche très, très bien, je trouve. Ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'avance depuis que j'ai commencé. Alors, ce n'est pas vraiment la plateforme, c'est peut-être l'électricité si vous n'avez pas moyen et aussi pas assez de staff qui sont spécialistes. Mais il faut toujours essayer de s'améliorer. Merci beaucoup, Lynn. Je vois que tu es volontaire pour répondre à une question de Juliette sur la donation des équipements utilisés. Et Youssouf a déjà répondu, mais est-ce que tu voulais réagir là-dessus? J'ai fait ça par erreur. D'accord. Je ne sais pas assez de ce que
je regardais les questions et puis j'ai fait quelque chose. Alors, non. Il n'y a pas de souci. Merci. La technologie, évidemment. Et il y a une question d'un spectateur qui a voulu rester anonyme, qui demande comment nous voyons l'avenir de la télémédecine en Côte d'Ivoire. Youssouf, tu veux bien répondre à cette question? Je n'ai pas bien entendu. Je peux répondre. Il y a un spectateur anonyme qui demandait comment nous voyons l'avenir de la télémédecine en Côte d'Ivoire. OK, d'accord, merci beaucoup. Je pense que l'avenir de la télémédecine, il ne faut même pas voir seulement en Côte d'Ivoire, il faut voir dans le monde actuellement. Parce que la télémédecine, déjà, permet d'offrir l'accès aux soins aux personnes qui sont dans les zones reculées et qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les moyens. Donc, déjà, ici en Côte d'Ivoire, il y a un décret organisant le cadre légal de la télémédecine. Il y a une sous-direction de la télémédecine et il est prévu un plan pluriannuel pour mettre en place la télémédecine au niveau de tout le territoire national. Donc, je pense que c'est une volonté politique qui est là et cela va aboutir bientôt. Déjà que lors d'une réunion du comité stratégique de la télémédecine, le directeur général de la santé nous avait demandé est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à l'échelle déjà au niveau de la région de Agnébi-Tiassa la télémédecine, c'est-à-dire mettre des machines dans tous les centres de santé pour pouvoir faire de la télémédecine basse comme haute. Donc, je pense que la télémédecine a un futur radieux ici en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient sur le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. J'en vois pas d'autres questions. C'est pas si... Ah oui, il y a une autre question ouverte qui vient d'arriver. Ah non, c'est Jason qui nous dit qu'il a été bien servi. Ravi que vous ayez été servi, Jason. Voilà. Donc, je laisse la parole s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse la parole à Carole et à Karim. Et pour la suite du webinaire, il y a un code QR qui va être partagé pour que vous donnez votre avis en termes de satisfaction par rapport à ce webinaire. Et je pense que c'est une excellente idée de se regrouper aujourd'hui, de discuter un peu de la télémédecine avec les associés. Je pense que dans le futur, on va encore discuter un peu de l'apport des associés au niveau des opérations du MSF. Est-ce que les idées brillantes, nous aurons tous, parce que avant d'être l'exécutif, je suis aussi associé, afin que nous puissions impacter encore de façon positive la qualité de vie de nos patients, où qu'ils soient. Donc, Carole et Karine, je vous repasse la main. Merci beaucoup, Dr. Ismaël. Merci vraiment pour la modération. Elle a été parfaite. Merci également aux panélistes qui ont passé tout le temps avec nous. Vraiment, merci. On a été vraiment édifiés. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur le projet télémédecine. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui étaient connectés malgré l'heure, qui ont apporté aussi leur touche particulière à ce webinaire. Et comme vous l'avez dit, avant que je donne la parole à Carole, c'est un événement qui va se reproduire aussi prochainement. Il y aura un prochain forum associatif pour débattre aussi de comment les associés peuvent continuer à impacter les opérations de MSF à travers le monde et quel que soit où ils se trouvent. Donc, comme le QR code est là, n'hésitez pas à le scanner. On va aussi l'envoyer à tous ceux qui ont participé pour qu'ils puissent nous faire un feedback sur comment ils ont ressenti le webinaire. Et donc, je redonne la parole soit à Dr. Ismaël, soit à Carole pour peut-être un mot de fin. Moi, au nom de Carole, je remercie tout le monde, donc tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont tout le côté technique, toute l'organisation. Et merci à Waka, donc ça, c'est d'avoir fait ça donc, avec MSF Luxembourg. Donc, je vois que l'avenir de la télémédecine, effectivement, il est encore à développer, il y a encore énormément de choses à faire. Moi, j'ai connu la télémédecine il y a 30 ans et donc ça continue. C'est très intéressant et ça a un impact assez important dans le monde.
un grand merci à tous. Et puis, en attendant le prochain donc, webinaire qu'on aura ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de où vous trouvez. Juste pour vous souligner que dans le chat, il y a des données des informations qui ont été mises pour que les gens, ceux qui souhaitent être des spécialistes bénévoles, ils peuvent aller cliquer sur les liens. Donc, nous recherchons toujours des spécialistes bénévoles au sein de MSF pour la télémédecine. Donc, on peut tous contribuer d'une façon ou d'une autre. Donc, merci juste pour une dernière information. Merci, Dr. Ismaël. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.